Donc, bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, c'était de vous parler du bilan carbone du bateau et de notre service de transport, parce que c'est comme la promesse de départ, c'est d'arriver à proposer un service de transport maritime avec un bilan carbone idéalement réduit d'environ 60%. C'était le chiffre qu'on avait annoncé depuis un bon moment. Et disons que c'est compliqué au départ d'un projet de s'engager sur un chiffre parce que le design du bateau, il n'est pas encore définitif. On n'a pas encore la forme définitive de la coque du bateau. Et donc, pour cette raison, on n'arrive pas encore à avoir les performances définitives du bateau sous voile. Et donc, on est obligé de faire des calculs approchés avec des méthodes paramétriques avant de pouvoir enfin, une fois qu'on a la carène définitive, la position définitive des voiles, etc., pouvoir faire des tests en bassin des carènes et en bassin des carènes numériques, on appelle ça de la CFD, pour à la fin obtenir les polaires qui sont les plus fiables dont on puisse disposer avant de construire le bateau et de pouvoir vérifier à la fin, dans la vraie vie, si on ne s'était pas trompé. Donc ça y est, on a enfin les derniers calculs, les derniers exercices de routage avec les polaires les plus fiables dont on puisse disposer, et c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Donc j'ai quelques diapos en support, je vous les déroule, et puis après, n'hésitez pas à rentrer dans davantage de détails. Je serai là pour y répondre, et en plus j'ai le spécialiste à côté de moi, Simon Delvoye. Euh, donc, un rapide rappel sur le projet. L'idée, c'est de rallier Madagascar à la France, en passant initialement par la mer Rouge. On va en parler juste après, mais c'est plus le projet. Le projet est organisé en coopérative et grâce à vous, je pense, en bonne partie. Déjà au courant de l'histoire de Miraka. Pas tout. Miraka, pas Mariaka. Nous aussi, on fait l'erreur tout le temps. Et donc, grâce à vous et des fonds d'investissement, on est parvenu à lever un peu plus de 8 millions d'euros. Et donc, c'est un vrai succès puisque le bateau va appartenir à 100% à la coopérative Wincop. On est parvenu à réunir un certain nombre de chargeurs grâce à eux, on est parvenu à engager environ 70% du chargement futur du navire. Donc là, notre responsable commercial, Erwan, continue à aller chercher de nouveaux chargeurs. Il rentre tout juste d'un long voyage à Madagascar et à Mayotte et à La Réunion pour aller rencontrer d'autres industriels et d'autres chargeurs potentiels. Un voyage qu'il a effectué avec Yves Bourdet, qui est notre représentant à Madagascar. Et donc aujourd'hui, vous êtes plus de 2500 sociétaires dans Wincop. Donc là, ici, on voit un peu un panel des différents chargeurs. Globalement, on exporte de Madagascar des produits à forte valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans les épices, les huiles essentielles. Et à la descente, on travaille plutôt avec des transitaires comme DHL, Rodanian Transport, et puis AGL aussi, qui est un très gros partenaire sur ce projet. Voilà, certains des clients sont engagés via des lettres d'intention et d'autres sont sociétaires, c'est-à-dire qu'ils ont co-investi dans le bateau. Et c'est le cas notamment d'Arcadie, qui est un des gros financeurs du projet, Ethicable, et je suis en train de chercher Valrhona ici, et également Prova. Donc j'avance pour en passer maintenant sur la partie technique. Donc, quelques nouvelles sur la construction. On avait partagé avec vous le fait que à la rentrée 2025, on avait fait les essais de maquettes en bassin des Carènes aux Pays-Bas, au Marine Institute, donc qui est un gros centre d'essais. Et puis, une fois ces essais validés, on a pu passer à la construction, donc qui a débuté au début de l'année 2026. D'abord avec la découpe des tôles. Donc au départ, c'est un peu frustrant. On voit juste plein de bouts d'acier découpés, mais on ne voit pas encore à quoi ça ressemblait. C'est juste un grand puzzle. Et puis maintenant, ça y est, on commence à avoir, comme vous pouvez le voir ici à droite, des premiers blocs qui sont assemblés. Et à partir de maintenant, ça va aller assez vite puisque on a déjà 3 blocs qui sont terminés. Donc dès que ça va être assemblé, ça va tout de suite faire une grosse partie du bateau qui va prendre forme. Donc, un petit mot maintenant sur
le trajet emprunté. Donc, pour ceux qui suivent le projet depuis longtemps, vous savez que depuis le départ, on parle de passer par la mer Rouge. Ça vous a pas échappé qu'en ce moment, il y a une guerre dans la région, en Iran. Et entre comment dire, les interventions des rebelles houthis, plus aussi, on le voit en ce moment dans l'actualité, une resurgescence des activités de piraterie au large de la Somalie. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun navire de commerce, en tout cas occidentaux, qui passe par la mer Rouge. Et donc, à l'évidence, nous, on va être obligé de passer, de faire le tour de l'Afrique et de passer par le Cap. Je sais. Pardon. Hop. Et donc, de passer par ici. Donc, nouvelle dans le sens où ça rallonge un peu la route et ça veut dire qu'on va mettre un peu plus de temps que prévu. Si je reviens sur la slide précédente, option 1, via le canal de Suez, on prévoyait de faire le trajet en 30 jours, voire même en 28 jours si on prenait comment dire, le premier port desservi. Tandis que, et donc, à ce moment-là, avec un transit time de 30 jours, on se comparait à des voyages qui duraient entre 40 et 75 jours. Ça, c'est ce que proposait le marché il y a 3 ans avant que la mer Rouge ne soit bloquée. Et maintenant que tout le monde fait le tour, nous, on mettra 42 jours et le marché il est plutôt autour de 50 à 110 jours. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez variable. On va revenir là-dessus un peu après. Et donc là aussi, notre bilan carbone, il augmente un peu puisque comme on fait plus de routes, avant on émettait une demi-tonne de CO2 par conteneur transporté et par voyage, alors que là on va passer à 0,8 tonnes de CO2 émises par conteneur et par voyage. Et ça, c'est lié au fait que on, on fait plus de kilomètres. J'y reviens après, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas trop sur le sujet pour l'instant. Donc, d'abord, un petit rappel sur la manière dont on va évaluer la performance carbone d'un transport. Dans le milieu du transport, on parle de grammes de CO2 émis dans l'atmosphère par tonne transportée et par kilomètre parcouru. Donc, c'est le cas pour les bateaux, mais aussi pour les camions ou même pour les avions. Donc, par exemple, pour un camion, on est autour de 100 grammes. Et pour les bateaux, c'est assez variable. Ça dépend énormément de la taille du navire principalement. Donc, c'est ça qu'on a voulu un peu illustrer ici sur cette diapo. C'est d'expliquer un peu quels sont les paramètres qui rentrent en jeu et qui vont venir faire varier à la hausse ou à la baisse ce bilan carbone. Donc, la quantité de CO2 émise à l'atmosphère, elle dépend principalement je dirais, d'abord de la taille du navire, c'est-à-dire que plus le navire est gros, plus on va émettre de CO2, bien sûr. Non, en fait, je m'en mêle dans mon explication. Non, le principal facteur, c'est comme la vitesse. C'est-à-dire que en allant moins vite, c'est quand même la première mesure de sobriété qu'on puisse adopter. Et donc, par exemple, les porte-conteneurs avant, ils naviguaient plutôt à 20-22 nœuds. Et là, depuis quelques années, ils ont commencé à ralentir un peu la vitesse, ce qui a permis d'optimiser le bilan carbone des services de transport. Et ensuite, la taille du navire. Alors, c'est pour ça que je les dis dans le mauvais ordre. Alors, effectivement, un gros navire va émettre plus qu'un petit. En revanche, c'est tout de suite contrebalancé par la capacité de transport, donc là, le nombre de tonnes transportées. La capacité du navire, elle va augmenter beaucoup plus vite que sa consommation de carburant. Et donc, quand vous augmentez la taille de votre bateau, ça va aller très favorablement bonifier le ratio grammes de CO2 émis par tonne transportée. Donc, ce deuxième facteur, les tonnes, ce qui influe dessus, c'est la capacité, comme je viens de le dire, et le taux de chargement aussi. C'est-à-dire que sur le papier, un très gros cargo émet moins de CO2 par tonne transportée. Maintenant, si votre très gros cargo est chargé avec très peu de marchandises, vous avez quand même un bilan carbone qui est mauvais. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, en général, on a tendance à prendre un taux de chargement moyen de 70% pour les navires. Mais quand on veut rentrer dans les calculs fins, il faut aussi prendre en compte ce paramètre-là. Et donc, enfin, les kilomètres, normalement, si vous comparez deux navires,
sur une même ligne, ils sont censés faire à la même distance, donc ça ne devrait pas être un paramètre qui joue beaucoup. Mais dans notre cas très particulier de la ligne France-Madagascar, ça joue pas mal parce qu'en réalité, nous, avec notre bateau, on va emprunter une ligne directe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'escale en route, tandis que toutes les autres lignes auxquelles on se compare, eh bien, eux, ils font pas de ligne directe et donc ils vont avoir recours à ce qu'on appelle des transbordements, c'est-à-dire que si demain vous chargez un conteneur depuis Madagascar pour aller en France, vous allez emprunter souvent deux ou trois navires différents et voilà. Et on y revient juste après pour expliquer ça, euh, pour détailler un peu les différences de trajet empruntés. Donc voilà un peu une comparaison des routes juste en termes de distance et de temps de transit. Euh, donc la route verte, c'est la route par l'est. Euh, je reviendrai aussi sur la référence, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'intensité carbone des services de transport existants sur le marché, elle est à peu près la même rapportée au kilomètre que l'on passe par la route est ou la route ouest. Et donc, on prend comme référence 150 grammes de CO2 émis par conteneur. Les TEU, c'est les 20 Foot Equivalent Unit. En gros, quand vous voyez TEU, lisez conteneur. Donc, la référence est la même, 150 grammes ici et là par conteneur et par kilomètre parcouru. En revanche, la distance n'est pas la même, près de 12 000 milles par la route est et un peu plus de 16 000 par la route ouest. Et donc, étant donné que l'intensité carbone est la même, mais la distance est plus importante, mathématiquement, vous avez un bilan carbone par la route ouest qui est 40% plus élevé. Et ensuite, en ce qui nous concerne, nous, avec Wincop, l'idée, en passant par l'Est, c'était d'opérer le navire à 8 nœuds. Là aussi, je ne sais pas si c'est une valeur que vous aviez en tête, mais on annonce depuis le départ qu'on prévoit d'opérer le navire à une vitesse faible de 8 nœuds. Et ça, c'est un parti pris dans le but de consommer moins de carburant et d'avoir un meilleur bilan carbone. Maintenant qu'on passe par la route ouest, fort probablement, on va être obligé de passer à 9 nœuds pour compenser un peu le rallongement de la ligne. Et ça va se faire au bénéfice du transit time, parce que honnêtement, c'est ça aujourd'hui que nos clients recherchent le plus. Et par contre, ça se fait un peu au détriment de notre bilan carbone, c'est-à-dire qu'on émettra un petit peu plus de CO2 en opérant le bateau à 9 nœuds que à 8. Voilà, là je vois qu'il manque les grandeurs ici, mais ce sont les grammes de CO2 émis par tonne. C'est le nombre de rotations. Ah, c'est le nombre de rotations, pardon. Ok, désolé. Donc c'est oui, bien sûr, round trip per year, tout à fait. Donc ça, c'est le nombre de voyages complets effectués par an. Voilà pour les routages. Donc le routage, j'explique ça pour ceux et celles parmi vous qui connaissent pas du tout le sujet. L'idée, c'est que un navire à moteur, il va pas forcément s'embêter à faire des détours pour bénéficier du courant et surtout de vent favorable parce qu'il n'y a pas de voile. Nous, en revanche, vu qu'on a trois grandes ailes rigides sur le pont du bateau, il va falloir qu'on aille chercher le vent là où il est pour arriver à l'heure prévue, à l'heure promise, mais en ayant consommé le moins de carburant possible. Et donc pour ça, eh bien, comme vous pouvez le voir sur ces deux illustrations, enfin, c'est pas des illustrations, hein, c'est vraiment des trajets simulés avec un logiciel de routage. Eh bien, on peut voir, on va prendre l'exemple de l'image de gauche, chaque petit tracé bleu foncé correspond à un voyage qu'on a fictivement réalisé. C'est-à-dire que la méthode, c'est on prend les performances du bateau sous voile et on va demander à l'ordinateur de prendre la météo et les données de vent qui existaient il y a, je dis n'importe quoi, il y a 5 ans ou il y a 8 ans, et on va lui dire, OK, tu vas simuler un départ à telle date, le 1er janvier 2020, et tu fais voyager le bateau et tu essaies d'obtenir, comment dire, de dépenser le moins de carburant possible. Et donc, le bateau va suivre un trajet, et donc avec la météo
que le navire aurait perçu à cette date, il va effectuer tel trajet. Et donc là, vous voyez qu'on a simulé des centaines de trajets. Et donc, à l'évidence, il y a certains trajets où on a eu un vent idéal. Sur d'autres voyages, on a eu un vent un peu moins bon. Et à la fin, on moyenne tout ça pour pouvoir dire, OK, sur telle route, avec tel navire, à telle vitesse, on a simulé un départ tous les jours pendant X jours. Et à la fin, on peut affirmer avec suffisamment de confiance qu'on va être à tel niveau de décarbonation. Donc, je suis désolé, c'est écrit un peu ici en petit, mais la donnée importante, on y reviendra encore après, vous inquiétez pas, mais ici, c'est notre intensité carbone. On est à 61 grammes de CO2 par conteneur et par kilomètre à 8 nœuds et 84 grammes à 9 nœuds. Je suis désolé, c'est mal indiqué, mais le premier chiffre, c'est à 8 et le deuxième, c'est à 9. Donc ça, c'est par la route ouest, et par la route est, on était à 65 et à 88. Le petit détail amusant ici, c'est de voir que, comme on l'a dit tout à l'heure, en passant par l'ouest, ce sera un peu moins favorable parce que on va faire plus de routes, donc à l'arrivée, on aura émis plus de CO2. En revanche, on peut voir que la route ouest est un peu plus favorable en termes de vent, puisqu'on émet moins de CO2 par kilomètre parcouru, en l'occurrence 61 grammes, contre 65 grammes par la route est. Euh, et en termes de pourcentage d'utilisation des voiles, en termes de pourcentage pur, à 8 nœuds par la route ouest, on va utiliser les voiles 67% du temps. Enfin, en réalité, ce n'est pas 67% du temps, hein, c'est 100% du temps on met les voiles, mais les voiles vont apporter 67% de l'énergie totale nécessaire pour effectuer le voyage. À 9 nœuds, on sera à 52%. Et puis là, ici, pareil, 57% par la route est à 8 nœuds et 48 à 9 nœuds. Euh, J'y pense. Parmi vous, j'imagine qu'il y a pas mal de questions qui se posent. N'hésitez pas à les retenir ou même à les poser tout de suite dans le chat et après, on va les reprendre et j'y répondrai petit à petit. Mais c'est juste pour vous dire de ne pas hésiter à commencer à noter vos questions au fil de la présentation. Donc, maintenant, à quoi se compare-t-on? Je reviens un peu en arrière. Là, on a nos chiffres, à savoir notre intensité carbone et donc le nombre de kilos de CO2 qu'on émet par voyage. Mais maintenant, pour parler de pourcentage d'économie, à quoi est-ce qu'on doit se comparer? Une première idée, ça pourrait être de se dire, on va comparer ce qu'on a réellement émis avec le bateau par rapport à ce qu'on aurait émis avec ce même bateau sans les voiles. Ça, c'est une première idée, mais qui n'est pas forcément pertinente parce que ce bateau de 200 conteneurs, il a été dessiné pour utiliser des voiles et on pourrait se dire, de prime abord, c'est plus pertinent de comparer ce bateau plutôt à un cargo classique de même capacité et ce serait plus proche de la réalité de faire comme ça. Alors, c'est vrai, c'est déjà mieux d'avoir cette démarche-là que la première, de se comparer à nous-mêmes sans voile. Mais il y a encore un biais, c'est que sur la ligne qui nous intéresse, entre Madagascar et la France, il n'y a pas beaucoup de tout petits bateaux de 200 conteneurs. Il y a plutôt des très gros qui font, oh là là, il manque un zéro, qui font plutôt dans les 8000 TEUs. Et quand on dit 8000, en réalité, c'est une grande moyenne parce que vous allez le voir ensuite. Quand on étudie le trajet emprunté par certains conteneurs, en l'occurrence, on a tendance là à, à étudier les conteneurs transportés pour le compte d'Arcadie. Arcadie, notre partenaire cofondateur. Aujourd'hui, ils importent leurs épices de Madagascar et depuis 3 ans, on s'amuse un peu à suivre à la trace les conteneurs qu'ils importent de Madagascar et à voir quel navire est-ce qu'ils empruntent. Et donc, on va y venir dans la diapo d'après, mais vous allez voir que souvent, enfin, ils emploient toujours plusieurs navires consécutifs et souvent d'abord un petit, puis un moyen, puis un gros. Et donc, on va commencer avec des bateaux de quelques centaines, puis quelques milliers, puis à la fin, carrément, parfois 20 000 conteneurs.
Donc, pour cette raison-là, c'est un peu compliqué de s'y retrouver de manière générale quand on veut annoncer un pourcentage d'économie. C'est assez compliqué de dire j'économise 50%. OK, par rapport à quoi? Par rapport à un petit bateau, un gros bateau qui va vite, pas vite. Donc, c'est pour ça qu'il existe des références. En l'occurrence, il n'existe pas tant, en fait, mais tendance à se comparer à une base de données qui fait référence dans le transport maritime, qui est l'indice Clean Cargo, qui est qui est établi chaque année par une entité qui s'appelle le Smart Freight Center. Et donc, chaque année, étudier les bilans carbone des différentes lignes et des différentes compagnies et émettre des tableaux qui vont résumer, OK, sur la Trans-Pacifique Nord, le bilan carbone moyen du marché est de X. Sur l'océan Indien, je dis n'importe quoi, le sud de l'océan Indien, on va être à Y, etc. Donc ça, je dirais, même si c'est approché, même si c'est moyenné, aujourd'hui, c'est la base de données la plus tangible et la plus sérieuse qui existe. Et on s'est comparé à cette base de données-là, mais comme je vous le disais auparavant, on s'est aussi amusé à aller calculer nous-mêmes le bilan carbone des conteneurs transportés pour le compte d'Arcadie. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que on retombe à peu près sur les mêmes résultats et donc sur les mêmes, oui, sur le même, la même intensité carbone qui est de l'ordre de 150 grammes de CO2 émis par conteneur et par kilomètre parcouru. Donc, je sais pas, non, non, je vais pas vous montrer le grand tableau comment dire, qui résume tous les voyages empruntés par les dizaines et les dizaines de conteneurs qui ont été suivis euh, ces dernières années, donc les conteneurs transportés pour le compte d'Arcadie. Mais juste pour vous donner quelques exemples, là, on a pris trois cas de figure, c'est juste pour vous montrer que c'est très variable. En 2024, un conteneur d'Arcadie a été transporté par la compagnie maritime CMA-CGM en 83 jours, en partant de Madagascar jusqu'à Fos. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est passé d'abord à Port-Louis, puis à Singapour, puis à Marseille. 83 jours. En 2025, en passant avec Maersk, 50 jours. Et donc, cette fois, il est parti de Tamatave, il est monté en Arabie Saoudite, enfin non, au Sultanat d'Oman à Salalah, puis assez directement finalement. Ah non, quand même, Tanger, puis Fos-sur-Mer. Et plus récemment, en 2026, CMA-CGM, 103 jours. Vous vous rendez compte, hein, c'est plus de 3 mois pour transporter un conteneur. Diego Suarez, Longoni, Abu Dhabi. Apparemment, il est passé en Italie, à Gênes, puis Marseille. Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est assez compliqué de dire, OK, nous, on met tant de temps contre tant de temps sur le marché, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est extrêmement variable. Ça va de 50 jours à 103 jours. Et vous vous en doutez, le bilan carbone associé à chacun de ces voyages est là aussi très variable. C'est ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est que quand on regarde sur quel type de navire sont montés les conteneurs d'Arcadie, on voit que parfois ils ont emprunté ce navire-là qui fait 713 EVP, qui est un vieux navire avec une petite capacité et donc qui a un bilan carbone par unité transportée qui est très élevé. Et puis parfois des navires de taille moyenne, 3700 EVP, et puis parfois des énormes navires. Là, celui-ci, 18 000, on est proche des plus grands navires du monde, fait 366 mètres de long et là avec un bilan carbone extrêmement performant. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout intégrer, tout moyenner, et en somme, on prend comme référence 150 grammes de CO2 émis par conteneur et par kilomètre ramené à une ligne directe. C'est-à-dire qu'on ne compte pas, comment dire, on va pas compter tous les kilomètres parcourus en trop, on considère des kilomètres sur une route directe Madagascar. J'arrive à la fin. J'espère que je ne vous perds pas avec toutes ces références et tous ces chiffres. Mais en définitive, on va commencer par la route Est. Donc, la route qu'a priori, on ne va pas prendre en 2027, mais que j'espère qu'on pourra prendre peut-être plus tard, en 2028, 2029, et que la situation de la guerre en Iran prendra fin. Mais en tout cas, en passant par cette route, par la mer Rouge, à 8 nœuds comme on avait initialement prévu, on émettrait 65 grammes de CO2 par conteneur et par kilomètre,
soit moins 57% par rapport à la référence de 150 grammes qu'on a donnée précédemment. Et ici, on donne le chiffre à 9 nœuds, mais qui n'est pas pertinent, puisque a priori, on n'irait pas à cette vitesse-là. Et par la route ouest, comme je vous le disais tout à l'heure, a priori, on va être un peu obligé d'abandonner cette vitesse de 8 nœuds pour aller plutôt à 9 nœuds. Et du coup, pour cette raison, on va être à 84 grammes de CO2 par TU et par kilomètre, ce qui fait qu'on est à moins 44% par rapport à ce qui se fait sur le marché sur cette ligne-là. Donc voilà un peu en définitive où est-ce qu'on en est. Deux petites anecdotes qui n'ont rien à voir, mais que je vous livre aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on dit aller à 9 nœuds ou aller à 8 nœuds, en réalité, c'est une vitesse un peu fictive, puisque on parle d'une vitesse moyenne réalisée d'un bout à l'autre de la ligne. En réalité, comme vous pouvez le voir, le bateau, il va jamais emprunter la route directe. Il va toujours faire des détours pour aller chercher le vent. Et donc, il va souvent monter à 9, 10, 11, 12 nœuds. Donc, il va aller plus vite, mais c'est pour, in fine, aller chercher des vents plus favorables et donc réduire le bilan carbone global. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que c'était pour vous parler du projet Canopée. Donc, projet Canopée, un premier cargo à voile qu'on ait fait côté Zéphyr et Boré avec Gifmar. C'est un bateau qu'on a conçu avec VPLP, enfin imaginé en 2018-2019. Et donc, à l'époque, de la même manière, il a fallu faire des polaires, mais à une époque où on était bien moins bon et à laquelle on avait beaucoup moins de retours sur les performances des cargos à voile. Et donc, c'est juste pour vous témoigner le fait que le niveau d'économie qu'on pensait, qu'on avait estimé à l'époque, est finalement très proche de celui qu'on fait effectivement avec le navire aujourd'hui. Et donc, c'est une très bonne nouvelle bon, pour ce projet d'une part, mais ça nous donne aussi beaucoup de confiance dans les chiffres qu'on calcule aujourd'hui pour WinCop, avec un niveau d'expertise avec un niveau d'expertise tout court bien meilleur que celui qu'on pouvait avoir en 2018, à l'époque où on était en train d'imaginer les premiers cargos à voile et que tout était inconnu, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le bilan carbone. Je regarde, voilà, à vos questions. J'espère que c'était. Ah d'accord, Anna a déjà listé quelques questions. Pourquoi faire 3 ports d'escale à Madagascar au lieu d'en faire une? Est-ce que tu aurais moyen de surligner celle en lien direct avec le sujet du jour? Parce qu'à chaque fois, on a des questions qui reviennent sur le projet en général et puis d'autres plus sur le sujet du jour. Euh, Donc, je commence par répondre quand même sur les 3 ports d'escale. Problème de transport routier. Bah oui, effectivement, c'est vrai que le réseau routier, il est pas génial à Madagascar. Et donc, si vous habitez dans le nord, c'est extrêmement long et coûteux, finalement, de ramener vos marchandises à Tamatave. D'ailleurs, je crois que personne ne le fait. Personne ne veut envoyer un conteneur depuis Diego Suarez jusqu'à Tamatave, par la route. Et pourquoi on touche les autres ports? Bah, disons que Tamatave, c'est le grand port principal de Madagascar. Donc, on est obligé d'y aller parce que c'est là qu'on va aller chercher une grosse part des volumes qu'on transportera. En revanche, sur les autres plus petits ports, Majinga et Diego Suarez, comme c'est des ports secondaires qui sont mal desservis, on est vraiment compétitif en temps de transport et même en prix, on est un peu moins éloigné des prix du marché. Donc c'est pour ça aussi qu'on tenait à faire ces ports secondaires. Mais pour être très transparent avec vous, le choix de desservir ces ports, il n'est pas encore complètement acté. C'est pas impossible qu'on remette en cause l'escale de Majinga, qui ne tenait que sur un seul partenariat avec un gros chargeur potentiel. Et c'est pas exclu que on décide d'escaler à Mayotte, qu'on rajoute l'escale de Mayotte. Donc potentiellement, dans les mois qui viennent, on annoncera plus clairement que le bateau il fera Tamatave, Diego Suarez, Mayotte au lieu de Majinga. Ensuite, les conditions de vent favorables sont les mêmes entre la route ouest et est. Euh,
Bah, les vents sont un peu meilleurs par l'ouest. Je ne sais pas si c'est ça la réponse attendue, mais disons que dans les deux cas, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on passe l'équateur et la zone équatoriale, dans tous les cas, c'est pas chouette. C'est une zone où il n'y a pas de vent et dans laquelle il faudra démarrer le moteur. Donc, on passe l'équateur dans les deux cas. En revanche, bah, en passant par la route ouest, il y a toute la zone Afrique du Sud où là, il y a énormément de vent. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir un pourcentage d'utilisation des voiles qui est assez chouette. En revanche, comme on l'a vu dans la présentation, on fait plus de routes. Donc, malgré des vents meilleurs, on a quand même un bilan carbone in fine qui est un peu moins bon. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que par l'ouest, on est moins contraint par les côtes, on est beaucoup plus libre. Et on a vu sur les images de routage que le bateau s'autorise à dévier beaucoup plus de sa route directe, ce qui permet de mieux profiter des vents. C'est-à-dire que ici, là, dans la mer Rouge, à droite, si vous avez un vent du sud-est ou du nord-ouest, bon, bah, vous êtes un peu foutu, quoi. Vous l'avez forcément dans le nez ou en plein vent arrière, ce qui n'est pas optimal. Et vous ne pouvez pas vous amuser à tirer des bords parce que bah, c'est assez serré, quoi. Tandis que là, ici, vous pouvez voir qu'en passant par l'ouest, le bateau s'autorise à faire d'énormes détours, comme l'expliquait Simon, pour améliorer bah, soit aller chercher des vents plus favorables en force, soit un meilleur angle par rapport au vent. Est-ce que la route par l'Afrique plus longue impacte les calculs de rendement de notre bateau? Ça me fait trop plaisir que vous écriviez notre bateau, que vous vous sentiez co-armateur. Euh, les calculs de rendement, comment tu le comprends, Simon? Je sais pas, c'est peut-être lié à ce qu'on disait avant, c'est qu'on a ça permet de maximiser les économies à la voile grâce à un routage plus performant, peut-être. Enfin, je sais pas si Ouais, c'est ça ouais, la. c'est ça. Ouais. En tout cas, on a un bilan carbone par unité transportée, qu'on parle de tonnes ou de conteneurs, et par kilomètre parcouru qui est meilleur par la route ouest, par l'Afrique de l'Ouest. Quels outils utilisez-vous pour le routage? Alors, le bateau, il va utiliser DICE Engineering, qui a un partenaire avec lequel, bah, enfin, qui va aussi concevoir la passerelle de navigation du navire. Donc, de manière générale, on travaille beaucoup avec DICE. Là, en l'occurrence, les routages qu'on présente, c'est des routages qui ont été réalisés par Marine Institute. Donc, qu'on appelle ça, c'est un bureau d'études. Enfin, c'est pas un peu plus qu'un C'est un bureau institut de d'études. recherche. C'est l'Institut de recherche hollandais, chez qui on a fait les essais en bassin et donc ensuite réalisé les polaires du navire et le routage. On a les outils de DI justement pour faire les calculs en interne, mais là l'idée c'était de tout déléguer à Marine qui ont fait à la fois de la CFD, donc des calculs, des essais en bassin, les polaires et les routages aussi. Donc eux, ils maîtrisent le bateau, ils avaient toutes les données les plus poussées qu'on avait, enfin, c'est eux qui les ont fait. Et donc bah, à partir de là, ils ont pu faire des polaires les plus précises qu'on pourrait imaginer et fait les routages. Donc on leur a laissé vraiment l'ensemble du travail et tous les routages qu'on a présentés là, qui sont à l'écran en ce moment, ça c'est Marine qui les a. Hum. Bah, je veux bien te laisser enchaîner ensuite sur la période cyclonique. Quelles sont les conditions de mer par la route ouest? Est-ce que les périodes cycloniques sont exclues? Les zones qui sont, où on pourrait avoir les périodes cycloniques, c'est plutôt autour de Madagascar. Donc ça, qu'on aille par l'est ou par l'ouest, on va être confronté à ces conditions de vent. Par contre, par l'est ou par l'ouest, finalement, on n'aura pas des gros impacts en termes de conditions cycloniques. À noter aussi quand même parce que c'est un peu une question qui revient souvent, c'est cargo à voile, donc attention aux cyclones. Globalement, attention aux cyclones tout le temps, hein, que vous ayez des voiles ou non. Quand il y a un cyclone qui passe, tous les navires se sauvent. Et donc, Wincob, comme tous les autres cargos, même les plus gros. Euh, pourquoi garder Marseille par la route ouest? Ne peut-on pas considérer un port atlantique? On pourrait bénéficier de meilleure exposition au vent. Alors, c'est vrai. C'est une solution qui est toujours un petit peu sur la table, l'idée de passer par Le Havre plutôt que Marseille. Mais en fait, ça nous amènerait
à favoriser quelques chargeurs que ça arrangerait finalement qu'on parte du Havre. Et en revanche, on sera amené à planter beaucoup des chargeurs qui sont aujourd'hui engagés avec nous. Donc, vous avez raison. En passant par l'ouest, en gros, aller à Marseille ou au Havre, c'est à peu près équidistant. Le bilan est à peu près le même. Mais commercialement, ce sera un peu compliqué aujourd'hui de revenir voir tous nos chargeurs et de leur dire, bah, en fait, on a changé d'idée, on a passé par le Havre, et puis si demain la mer Rouge est débloquée, finalement, on va retourner à Marseille. Enfin, vous voyez l'idée. Donc, a priori, on va pas monter en Atlantique Nord. Euh, L'idée, c'était peut-être aussi de monter un peu plus haut en Belgique, aux Pays-Bas, parce qu'il y a beaucoup d'imports de cacao là-bas. Mais voilà. Enfin bref, juste pour vous dire que c'était une idée effectivement qu'on a étudiée. Les grands voiliers utilisaient une route beaucoup plus à l'ouest, les alizés pour rejoindre le Brésil, puis contournent l'anticyclone de Sainte-Hélène. Je le dis tout haut parce que vous n'êtes pas forcément sur la même question que nous. Donc, les grands voiliers utilisaient une route beaucoup plus à l'ouest, puis contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène pour atteindre Bonne-Espérance. Le routage proposé apporte-t-il un gain par rapport à ces routes de voiliers traditionnelles? Alors non, mais l'idée c'est que ces bateaux-là, ils naviguaient uniquement à la voile. Donc, ils n'étaient pas dans le même paradigme que nous. Et nous, on est en propulsion hybride, voile plus moteur, et avec une vitesse cible, une vitesse moyenne cible de 8 ou 9 nœuds, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est que ce que vous voyez là sur l'image qu'on vous partage toujours, là, le routage, vous voyez que toutes les routes empruntées, elles décrivent ce qu'on peut appeler dans le jargon une sorte de hamac, d'accord? Et ce hamac, moins on veut aller vite, plus le hamac va être large, c'est-à-dire plus le bateau va se permettre d'aller faire des détours pour aller chercher les vents les plus favorables. Et à l'inverse, plus on va cibler une vitesse élevée, admettons demain, on décide d'opérer le bateau Windcock plutôt à une vitesse moyenne de 13 nœuds, à ce moment-là, vous verriez que toutes les petites lignes bleues, elles décriraient un hamac beaucoup plus serré. Et le bateau ne se permettrait pas du tout d'aller faire des grands détours parce que pour respecter la vitesse moyenne de 13 nœuds, il serait obligé de monter à 16, 17 nœuds, qui sont des vitesses qui consommeraient beaucoup, beaucoup de carburant. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais plus on veut aller vite, plus on va venir comment dire, coller à la route la plus directe. Et moins on a recours au moteur et moins on a de contraintes de temps, plus on va faire des détours pour aller chercher uniquement le vent, puisqu'on a décidé de se passer du moteur. Donc voilà, à l'époque, les bateaux n'avaient aucun moteur, et donc c'est pour ça qu'ils faisaient d'énormes détours. Parce que ces bateaux-là, même si c'était quand même des belles machines, ils remontaient quand même assez peu auprès, quoi. Donc il fallait qu'ils aient quand même idéalement du vent portant. Comment est envisagé le manque de capacité de transport de conteneurs par an résultant d'un potentiel passage par Bonne-Espérance? S'il y a 71% de taux de remplissage sur les voyages partiels, un allongement du voyage ferait forcément augmenter ce taux au risque qu'il n'y ait plus de place pour nous les contrats. Alors, vous avez raison sur le principe. Et en réalité, la situation actuelle, elle arrange un peu tout le monde parce que suite aux années Covid, euh, il y a eu une période où les armateurs ont gagné énormément d'argent. Vous avez dû voir ça un peu dans la presse, hein, à ce moment-là, les MSC, Hapag-Lloyd, CMA-CGM, ils ont fait des bénéfices records. Et donc, depuis, ils se sont lancés dans une course à l'armement un peu dingue. Et donc, les chantiers sont pleins. Les compagnies maritimes commandent énormément de navires. Et si vous lisiez la presse spécialisée, globalement, tout le monde s'inquiète d'une surcapacité de la flotte. Et en gros, hein, ce qu'on observe, si on regarde le marché de manière macro sur les 50 dernières années, il y a toujours les deux courbes d'offres et de demandes qui se suivent. Et en gros, bah, des fois, il n'y a plus assez de demandes donc, et trop de bateaux par rapport à la demande mondiale. Du coup, les armateurs vont massivement envoyer des navires à la casse, au scrap. Et donc, on va
du coup réduire la capacité de la flotte mondiale et du coup permettre de faire remonter les taux de fret. Et inversement, ensuite, on va repasser dans une phase où la demande mondiale est plus importante que la taille de la flotte. Et à ce moment-là, tout le monde reconstruit des bateaux. Et voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que s'il n'y avait pas eu cette crise obligeant tout le monde à passer par le cap de Bonne-Espérance, on aurait été dans une situation de surcapacité de flotte mondiale encore plus accrue qu'actuellement. Et voilà. Et donc, comment dire, ce phénomène-là compense assez largement le problème que vous soulignez là avec le rallongement de l'année. Les voiles fragilisent-elles ouais. Les voiles fragilisent-elles le navire par rapport à de mauvaises, très mauvaises conditions météo en comparaison avec un petit porte-conteneurs? Fragiliser le bateau, non. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les efforts, euh, comment dire, infligés à la structure du navire par les voiles, ils sont d'un même ordre de grandeur que les efforts euh, que va produire une grue qui va porter une lourde charge. D'accord? On est aux alentours de 300 Newton-mètres, c'est ça? Sur le pied de mât. Donc, tout ça pour dire que c'est d'un ordre de grandeur tout à fait enfin, de l'ordre du connu, quoi. On n'est pas en train d'infliger des efforts monstrueux à la coque du bateau et donc ça va pas mettre en péril l'intégrité du navire. Maintenant, s'il y a une énorme tempête et que les voiles sont érigées, normalement elles sont pas censées casser, mais oui, on est d'accord que on est peut-être moins. Mais il y a des limites d'opération. Donc, à partir d'une certaine vitesse de vent ou une accélération du bateau, bah, on va plier les voiles, les mettre en sécurité. Et donc là, du coup, elles résisteront mieux. Et donc, les piédestals, donc les supports fixés sur le bateau, sont dimensionnés avec beaucoup de marge de sécurité pour résister à tous ces efforts. Mm. Mais globalement, s'il y a une tempête de force 9, on évitera le coup de vent de la même manière que n'importe quel autre petit bateau de la même taille sans voile, quoi. Enfin, on est d'accord qu'on ne va pas traiter un coup de vent d'une manière différente d'un navire sans voile. Comment sont été évaluées les performances du système de propulsion vélique? Je peux te laisser un peu répondre. Oui, bah, donc là, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est Marine qui s'est occupée de faire les polaires. Et donc, du coup, pour ça, ils ont récupéré, pour toute la partie navire, ils ont récupéré tous les essais qui ont été faits dans les bassins. Donc ça, on a remorqué la maquette qui faisait 7-8 mètres de haut. On l'a remorqué dans un bassin, mesurer tous les efforts, et on a aussi le remorqué en travers avec de la dérive, pour voir tous les efforts de anti-dérive, etc. Donc on a fait quand même pas mal d'essais qui permettent de bien quantifier tous les efforts et comment réagit la maquette, le navire. Pour les voiles, on n'a pas fait d'essai en soufflerie sur ce bateau, mais on a fait beaucoup de CFD, donc de calcul d'écoulement aéro autour des ailes dans plusieurs configurations, ce qui a permis d'évaluer ce que poussaient les voiles dans toutes les conditions de vent possibles. Et donc, à partir de ça, on a mis tout ça ensemble dans des polaires, donc des gros tableaux qui vont donner en fait la consommation du bateau pour chaque condition de vent. Et puis, c'est ce tableau-là qu'on va donner au logiciel de routage. Et lui, il va trouver pour chaque départ, donc il va faire par exemple de mémoire, c'est sur une période de 5 ans, avec un départ par semaine. Donc, virtuellement, avec les données de vent enregistrées du passé, on va faire partir le bateau toutes les semaines. Et à chaque fois, à chaque voyage, il va essayer de trouver la meilleure route. Donc, c'est toutes les routes qu'on a vues sur les images tout à l'heure. Et donc, on fait la moyenne de toutes ces routes sur les 5 ans. Voilà. Donc, à partir de là, on a une consommation moyenne. À partir de cette consommation de fuel, on peut recalculer les émissions de CO2 en utilisant un facteur de conversion. Donc, on dit que une tonne de diesel consommé, ça va être 3,9 tonnes de CO2 émis par l'heure. Tiens, je vais te laisser enquiller avec la dosée. Le calcul pour l'émission est donné pour des émissions par kilomètre. Est-ce que la route théorique que nous prenons en compte pour l'estimation de la distance est la même que celle des cargos conventionnels? La distance qu'on prend en compte, c'est toujours la distance directe. Et donc ça, c'est la méthode, c'est une méthode ISO qui définit ça. Donc c'est assez clair, c'est que c'est la distance directe
plus un 15% qui prend en compte les aléas, etc. Donc ça, c'est vraiment, tous les calculs qu'on fait sont par rapport à la distance la plus courte, plus 15%. Et puis pour nos références, le 150 dont on parlait, bah ça prend en compte que les bateaux vont consommer beaucoup plus parce qu'ils vont parcourir plus de distance. Et tout ça, on le ramène pareil à la distance directe plus 15%. Donc tous les calculs, tous les chiffres qu'on a présentés tout à l'heure, c'est par rapport à la distance la plus courte, plus 15%. C'est-à-dire que, dit autrement, les bateaux auxquels on se compare émettent en moyenne moins que 150 grammes C'est ça. par conteneur et par kilomètre parcouru. Mais quand on les ramène à la route directe, ça monte à 150 grammes. C'est ça. Euh, pour les routes Est, est-ce qu'on s'éloigne de la pointe de la Somalie? Question de sécurité. Ça, on a mis un point, on avait mis un waypoint spécial pour s'éloigner effectivement de la route. Donc c'est pour ça qu'on voit les routages qui partent tous plus loin. On avait mis un petit point d'exclusion à cet endroit-là. Un waypoint, pour ceux qui font pas de bateau, c'est un point de, comment dire, quand on va tracer la route, c'est un des points de passage. Donc, on oblige le bateau à passer à un point assez éloigné de la côte pour échapper aux pirates avec des petites embarcations. Bon, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y avait plutôt des bonnes nouvelles depuis un petit moment avant le début du conflit en Iran et puis aussi les représailles des rebelles Houthis à la guerre à Gaza. Il n'y avait plus trop de problèmes avec les pirates de Somalie, mais maintenant, entre les Houthis, l'Iran et puis maintenant les pirates qui attaquent de nouveau, en fait, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est même pas nous qui nous disons on va pas mettre nos marins en danger, c'est simplement les compagnies d'assurance quand elles nous informent que si jamais on voulait passer par la mer Rouge, ça nous coûterait 1 million de dollars par voyage et donc ça il y a plus d'équilibre financier possible quoi. Donc bon, de toute façon par ailleurs on n'infligerait pas de tels risques à l'équipage, mais je veux dire même économiquement ça marche plus. Est-ce que vous avez comparé au cargo, au GPL ou autre carburant moins émetteur de CO2? Alors oui et non. Disons que aujourd'hui, on a beaucoup parlé de carburants alternatifs, notamment de méthanol, d'ammoniac, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de navires qui tournent avec ces carburants alternatifs. Il y a un peu de biocarburant et pas mal de GNL. Donc GPL, c'est plutôt pour les voitures et pour les bateaux, c'est du GNL. Et c'est un peu mieux disant, surtout au niveau des émissions de particules fines, de dioxyde de soufre, etc. Mais en termes d'émissions de CO2, il n'y a pas un énorme bénéfice, donc ça ne change pas grand-chose à nos calculs. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont été commandés avec des moteurs qui peuvent brûler du GNL. Mais en réalité, avec la guerre en Ukraine, le cours du gaz a re-augmenté. Et donc, finalement, il y a pas mal de bateaux qui avaient initialement prévu de tourner au GNL qui sont finalement restés au fioul lourd. Donc, tout ça pour dire que le fait que les navires consomment du GNL, c'est pris en compte dans la base de données dont on a parlé tout à l'heure, la base de données de Clean Cargo. Et ensuite, c'est pris aussi en compte dans nos petits calculs à nous quand on traque les navires empruntés par les conteneurs d'Arcadie, puisque on va ensuite chercher leur bilan carbone sur une base de données qui s'appelle le MRV et qui va prendre en compte le type de carburant employé par les navires. Donc voilà. Donc tout ça pour répondre assez longuement que oui, on prend en compte le fait que les navires consomment d'autres types de carburant. Les fuel tanks sont-ils plus petits que sur un navire de taille similaire? Ouais, clairement, parce que le bateau va moins vite. Enfin, au-delà du fait qu'il a des voiles, le bateau va moins vite. Et du coup, on consomme assez peu. Et donc, on a des cuves un peu plus petites. Et les hélices, oui, l'hélice est à pas variable, c'est très important pour la propulsion véhicule, pour l'optimisation de l'utilisation du moteur. Je fais un petit aparté juste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'idée, le pas de l'hélice, c'est l'inclinaison des pales de l'hélice. Et donc, selon la vitesse du bateau, qu'on ait
dis n'importe quoi, mais un gros cargo ou un semi-rigide, on va pas du tout avoir, bien sûr, le même type d'hélice, selon qu'on veuille y aller à 10 nœuds, à 20 nœuds ou à 30 nœuds. Et du coup, certains navires ont des hélices à pas variables. Et d'habitude, c'est plutôt des bateaux qui ont pour projet de faire varier leur vitesse très souvent. Donc, ça va être par exemple des ferries qui vont faire des traversées dans le Pas-de-Calais, et qui vont faire plein d'escales et qui vont faire avant, arrière, vite, pas vite. Ou alors des navires qui font des travaux offshore. Mais sinon, tous les navires de transport au long cours ont toujours des hélices à pale fixe parce que eux, leur projet, c'est d'aller toujours à la même vitesse, vitesse nominale. Et donc, c'est une sorte d'originalité des cargos à voile que de recourir à ces hélices à pas variable pour s'adapter à la puissance apportée par les voiles en fonction de la force du vent. Hum, Sur la route ouest, y a-t-il des précautions particulières pour le transit au large du golfe de Guinée? Non, bah, on passe assez au loin pour. Non, on n'est pas concerné par ça. Et on n'aurait aucun intérêt à nous enfoncer dans le golfe de Guinée parce que c'est vraiment une zone avec pas de vent du tout. Donc, non, pas de sujet pour nous. Est-ce que les calculs de carène du Miraka est différent de celui de Toth? Je sais pas est-ce que les performances du Miraka sont différentes de celles de Toth, quoi? Non, bah, peut-être les calculs de comment est conçue la carène, j'imagine que c'est ça le choix. Ouais. Donc, d'autres, bon, je ne sais pas comment ils ont fait leur optimisation de carène, donc ça, j'ai pas forcément les idées claires là-dessus. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que nous, on a fait une optimisation de carène du bateau avec Marine, donc ça, c'était une grosse partie de l'étude avec Marine aux Pays-Bas. Et donc, contrairement à une optimisation de carène un peu classique, où normalement un bateau il va à une vitesse donnée, je vais dire 15 nœuds, et on optimise la forme de carène pour qu'elle soit très efficace à cette vitesse. Donc ça, c'est le processus classique pour tous les bateaux. Mais nous, comme disait Nils tout à l'heure, on va faire une vitesse moyenne de 8 ou 9 nœuds, mais en réalité, avec le routage, on va accélérer, ralentir, etc. Donc le bateau, il va aller peut-être entre 6 nœuds et 12 nœuds. Et du coup, des fois, il va agiter, des fois, il va y avoir de la dérive, etc. Donc, il y a beaucoup de conditions qui varient, contrairement à un bateau conventionnel. Et là, on a développé toute une méthode d'optimisation avec Marine aux Pays-Bas pour prendre en compte toutes ces conditions variables. Donc, le bateau, il est optimisé avec énormément de calculs assez poussés pour être le meilleur compromis dans toutes les conditions de navigation que va rencontrer le bateau. Donc, je dirais qu'on a quand même c'était intéressant parce qu'on a travaillé avec Marine pour développer cette nouvelle méthode et donc c'était un nouveau champ de recherche qui n'avait jamais forcément été fait. Donc c'était assez excitant Tu veux que je pouvoir repartage de proposer nouveau cette la nouvelle page? méthode d'optimisation. Ah oui. Euh, ok. Et ensuite, est-ce que la route par l'Afrique de l'Ouest impacte les calculs d'amortissement plutôt que de rendement de notre bateau? Oui, c'est ça. En fait, on avait mal compris la question tout à l'heure. On pensait que c'était le rendement en termes de performance vélique, alors que vous parliez de performance financière. Bah, simplement, on augmente le prix, en fait. Mais c'est sûr que si on gardait le même prix qu'en passant par l'Est, on gagnerait moins d'argent. Et donc là, à l'évidence, il faut augmenter un peu le prix. On a un 800 euros de plus par conteneur. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Après, cette mauvaise nouvelle, elle est valable pour tous les navires. C'est-à-dire que, comment dire, bah, que pour les prix de marché ont globalement augmenté en passant. Enfin, bref, vous m'avez compris, je perds mes mots, mais quand il n'a plus été possible de passer par la mer Rouge. Pourquoi raisonner en grammes par kilomètre quand on compare la route ouest et la route est? Le nombre de kilomètres plus important n'est-il pas défavorable au global? Donc si, hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'opération est plutôt défavorable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de conflit, on préférerait passer par la mer Rouge et par la route la plus courte. Et pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on raisonne en grammes de CO2 par tonne kilomètre? Vous avez raison, la question, elle se pose, mais elle se pose de manière exceptionnelle parce que c'est quand même assez rare que quand on veut effectuer un voyage, on ait le choix entre deux routes. Enfin, je veux dire, si demain vous voulez faire Brest, Rio de Janeiro, vous n'avez pas plusieurs routes. Donc, on parle de la performance carbone par kilomètre parcouru parce que le nombre de kilomètres à parcourir est le même pour tous les navires.
Alors que là, effectivement, vous avez raison, on est dans un cas particulier où les grammes de CO2 par tonne kilomètre, il faut s'entendre. Est-ce qu'on parle de la route A ou la route B, passant par mer Rouge ou la route de l'Ouest. Il reste 3 minutes. Je lis un peu les dernières questions. Je me permets de choisir du coup. Je dis qu'il y a 3 minutes et après je prends tout mon temps. Avez-vous adapté le moteur en fonction de la voile ou vous avez pris un moteur au hasard? À combien vous estimez le coût de pose des voiles? À combien vous estimez leur entretien et leur taux de défaillance? Pas mal de questions intéressantes là-dedans. Donc, le choix du moteur, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, grâce aux voiles, on va parfois bénéficier d'énormément d'énergie. C'est-à-dire, quand je dis énormément, c'est qu'on pourrait presque potentiellement stopper le moteur. Puis il y a d'autres fois où on aura un peu de vent et du coup, on n'utilisera que le moteur à moitié chargé, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on ne recourt pas à un moteur deux temps classique, qui sont des moteurs qui sont faits pour fonctionner à un régime précis. Et on recourt plutôt à un moteur 4 temps semi-rapide, qui est beaucoup plus versatile et qui va avoir une performance beaucoup plus uniforme en fonction de son régime de fonctionnement. Donc voilà, et puis après, bah, on avait, un peu comme pour les voiles, hein, on avait plusieurs constructeurs dans la liste, et puis après, on met en concurrence les fabricants MAN, Wärtsilä, ABC, et en l'occurrence, on a choisi le moteur ABC, et on est bien, bien content de ça. Et juste pour dire, en fait, l'architecture propulsive, elle a été bien pensée pour, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions variables, etc. Donc, comme Niels disait, quand on a un faible régime, à bas régime, le rendement du moteur devient moins bon. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté un PTI, donc c'est un Power Take-in, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coupler un petit moteur électrique de 300 kW, un tiers de la propulsion du moteur principal. Et donc, quand on aura besoin d'une faible assistance parce que le vent poussera bien, etc., on pourra passer sur ce moteur électrique qui sera alimenté par des groupes électrogènes qui, eux, fonctionneront à un régime optimal. Donc, cette architecture permet d'être à un rendement optimal sur toutes les phases de navigation. Termine cette question et après c'est la fin, il est 19h et il faut que je vous donne une information très importante. Donc choix du moteur, on en a parlé. À combien estimez-vous le coût de la pose des voiles? C'est un peu compliqué, ça c'est dans le prix global du chantier, donc le chantier ne nous donne pas la décomposition du prix en nous disant on vous facture tant pour la pose des voiles sur le bateau. Donc j'ai pas le prix. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience que j'ai sur la pose des voiles sur le navire canopé, ça avait été extrêmement rapide et assez simple, hein. Vous avez le pédestal, une énorme couronne, et puis vous venez poser les voiles, vous les boulonnez et hop, et vous les connectez. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est une opération. Encore une fois, j'aime bien faire le parallèle avec la grue pour essayer de démystifier un peu le sujet. C'est vraiment comme une grue, quoi, hein. Il y a des moteurs électriques pour faire tourner la couronne, un petit système contrôle-commande, et puis un gros pédestal, une grosse couronne, plein de boulons, et puis voilà, quoi. Et à combien vous estimez leur entretien et leur taux de défaillance? Leur taux de défaillance, zéro, bien sûr. Et ben, j'en sais rien, mais en tout cas, on espère pas beaucoup. Et ensuite, l'entretien, les constructeurs nous donnent enfin, je dis les constructeurs parce que je pense aux différents types de voiles, souvent entre 2 et 4% du coût total des voiles par an. Donc, ça fait du 40 000 euros par an, quoi, en gros, par voile, à la grosse. Non, je me tourne vers Simon. C'est ça, l'ordre de grandeur, quoi. Voilà. Voilà. Bah, je m'arrête là, du coup. Peut-être un peu plus que 40 000 euros, un peu moins, dit Simon. Mais bon, en tout cas, vous avez un ordre de grandeur en tête. C'est pas 500 000 et c'est pas 20 000. Et enfin, bah, la semaine prochaine, on organise un événement à Marseille parce qu'on a beaucoup de sociétaires bretons, beaucoup de sociétaires parisiens,
mais pas beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. Et comme le bateau va escaler à Marseille, on aimerait bien avoir plus de locaux. Donc, on descend avec une bonne partie de l'équipe à Marseille la semaine prochaine et on fait une soirée le 28 mai. Et donc, si vous êtes Marseillais ou bien que vous avez des amis et de la famille marseillaise, je compte sur vous pour les inviter. Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas encore sociétaires, bah, n'hésitez pas à mettre un petit billet dans le projet pour devenir co-armateur, co-armatrice avec nous. Et puis, enfin, on organise notre assemblée générale à Lorient le 12 juin. Et donc, c'est ma collègue Anna, entre autres, qui travaille beaucoup sur cet événement. Et franchement, on va faire un événement assez chouette. On va co-organiser cette assemblée générale avec Cellcop, qui organiseront leur assemblée générale le même jour. Et donc, avec des petits événements, des conférences super intéressantes. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à vous.